Bon, dans la présentation, ça va être pas trop long, pas trop plate. C'est quand même un sujet vraiment important, honnêtement, pour scaler. C'est pas beaucoup parlé, honnêtement, parce que c'est moi comme nice à parler que je vois contenu ou ads ou même peut-être AI. Ça peut être plate, mais vraiment, comme si vous focussez là-dessus, vous allez scaler vraiment plus rapidement. Fait que data puis opération. C'est précisément ça que je m'occupe dans la compagnie. Je sais qu'il y a Yann qui est comme plus front-end, contenu, ads, sales. Il y a Emile qui est setter aussi. Moi, je m'occupe plus de client. Il y a aussi Xav qui va être là. Mais aussi beaucoup plus de qualité data, créer des systèmes, savoir c'est où qu'il faut mettre nos ressources, c'est où qu'il faut allocater aussi nos ressources, puis c'est quoi les problèmes qu'il y a actuellement, puis qu'est-ce qu'il faut régler. Fait que pour ce qu'on va couvrir aujourd'hui, c'est numéro 1, la raison de track les data. Mon but, c'est de vous get hype sur les data. Parce que si vous get hype là-dessus, c'est impossible que vous ne scalez pas, honnêtement. Fait que vous get hype là-dessus, de savoir aussi comment comprendre les data. Fait que c'est quoi les data à track? C'est quoi les tracking systems qu'on utilise à l'interne aussi? Développer la capacité à lire et interpréter les data, parce que c'est une chose d'avoir les data, mais en tant que tel, les data ne valent rien. Tant que tu ne peux pas savoir comment les lire, comment exécuter aussi dessus, ça ne va rien valoir. Fait que, comment exécutionner sur les data. Après ça, parler aussi du plus gros bottleneck, dans les gens que personne ne parle. Spoiler alert, c'est pas les data. L'importance des highest revenue activities, puis l'équation SPAD. Fait que pour start, comme je disais tantôt, peut-être que vous n'êtes pas les plus grands fans des data, mais je vais vous montrer aujourd'hui pourquoi c'est la clé pour scaler. Fait que les data et opérations, c'est vraiment les ingrédients secrets que tous les entrepreneurs à succès utilisent pour scaler. Parce que tu ne peux pas scaler juste flying blind, tu fais juste mettre du work, parce qu'à un moment, tu vas être un wall, puis si tu hits un wall, tu ne vas pas savoir pourquoi que le wall arrive, puis comment te dégager du wall. Fait qu'aujourd'hui, je vais expliquer exactement comment utiliser les data pour pouvoir atteindre n'importe quel objectif que vous voulez atteindre. Fait que numéro 1, pourquoi track les data? Ben, la business, c'est rien de moins que des maths. Honnêtement, la business, c'est rien d'émotionnel, c'est juste des chiffres. Puis si vous faites un certain nombre d'efforts, vous avez un certain nombre de résultats. Fait que c'est rien moins que des maths. Puis ce qu'on les data, c'est des chiffres pour faire des maths. Fait qu'il faut vraiment ôter ses émotions et pencher beaucoup plus vers le côté logique. Ça peut être facile à dire. C'est pas tout le temps facile à faire, honnêtement. Surtout quand vous faites ça full-time, puis qu'au final, comme votre vie dépend de ça. Mais le plus que vous pouvez comme séparer côté émotionnel, puis vraiment juste vous mettre logique là-dessus, puis regarder les chiffres hard, regarder votre business aussi hard, vous allez avoir beaucoup plus d'impact. Parce que je te garantis que si je regarde les datas des 30 derniers jours, je peux prédire les résultats que tu vas avoir dans la business. Si je regarde le nombre de contenus que tu publies, le nombre de outreach que tu fais, le nombre de ads que tu fais, je peux prédire combien de leads que tu vas avoir, combien de clients que tu vas closer. Parce que c'est juste des maths. Puis la business, c'est vraiment beaucoup plus prédictible que tu le penses. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui espèrent se rendre à un stade d'avoir une business prédictible. Mais en réalité, c'est que la business est trop prédictible. Même live, même si tu atteins 10K par mois, tu vas avoir 50K par mois. Quand le monde veut avoir une business prédictible, ce qu'ils veulent souvent, c'est qu'ils veulent avoir un flow prédictible. Ils veulent avoir des clients prédictibles. Mais en ce moment, si tu n'as pas beaucoup de clients, c'est la prédictibilité des actions que tu fais. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux le rendre prédictible, il faut que tu increase input, il faut que tu track tes data pour savoir qu'est-ce qu'il faut increase. Il faut vraiment forcer la prédictibilité, mais la bonne prédictibilité, puis arrêter de croire qu'un miracle va arriver. Arrêtez de croire qu'il y a un reel qui va t'amener comme 3 nouveaux clients, qu'il y a une ad qui te manque pour pouvoir comme bump ta business. Il faut arrêter d'avoir un miracle, puis vraiment forcer une bonne prédictibilité. Fait que les data nous permettent vraiment d'éliminer le guesswork, d'avoir un plan clair pour arriver à nos objectifs. Ce qui nous permet de gagner en clarté, en constance, puis en confiance. Parce que quand tu checkes tes data, tu vas savoir exactement quel move faire, ce qui permet d'avoir la clarté sur ta business. Tu as plus de constance aussi. Tu as aussi plus de confiance dans les moves que tu vas faire, parce que tu sais que si tu fais tel move, basé sur les data que tu as track, tu vas avoir tel résultat. Ce qui devient encore plus important quand tu roules des ads. Parce qu'en faisant des ads, on peut littéralement avoir notre argent qui work pour nous pour faire de la nouvelle argent de façon constante. À la place de trade ton temps pour faire du outreach, tu as ton argent qui travaille pour toi. Mais quand ton argent qui travaille pour toi, que tu work hard pour ton argent, tu ne veux pas juste le gaspiller. Tu veux qu'il travaille fort, puis tu veux qu'il travaille bien aussi. Fait que c'est l'importance de prendre des data-driven decisions comparativement à des emotional decisions. Des emotional decisions, c'est basé sur la perception. Fait que c'est basé sur « je pense ». Je pense que ça ne marche pas. J'ai l'impression que c'est le closing le problème. Je feel que mes leads sont moins qualifiés récemment. Je crois que mes ads sont fatigués.
je pense que je vais avoir mon offre. Je suis sûr que, mettons, il y a une couple d'entre vous qui dit ces questions-là. Mais ça mène à des réactions impulsives. Fait que tu prends des moves qui, au final, te coupent à tes résultats. Tu fais des changements trop tôt. Tu manques de constance puis tu manques beaucoup d'opportunités en ce moment. Fait que prendre des data driven decisions, c'est vraiment basé sur la réalité. Comme le graph ici. Tu sais t'as combien de leads, tu sais ton book call rate, tu sais ton closing rate. Fait que tu sais à la fin du mois combien que tu vas avoir. Fait que ça ressemble mettons à mon booking rate est passé de 20 à 11%. Tu le sais qu'il y a un problème, tu le vois. Ou le show up rate a chuté à 48%. Tu le sais, c'est pas bon. Le closing est stable à 32%, on a ses KPI, c'est pas ça le problème. Le cost per lead est stable, on peut increase les ads. Ce qui mène à avoir des actions plus cohérentes, plus ciblées, plus scalables, puis générer un ROI beaucoup plus facilement aussi. Fait que c'est quelle métrique au final qu'il faut track? Bien, il y a certaines métriques qui sont universelles qu'on va toujours track. Puis souvent, eux, du sales process. Fait que nombre de leads, nombre de book call, nombre de live calls que tu vas avoir. Puis tu vas aussi track le plus possible eux que tu vas contrôler. Parce que, exemple, tu track le cash collected, comme je vais dire tantôt, c'est bon, mais le cash collected, le revenu, c'est juste le output, c'est le résultat que tu vas avoir des actions que tu vas faire. Fait que d'autres métriques comme le pourcentage, ton booking rate, ton show-up rate, ton closing rate. Puis au final, tu veux track ton cash collected, ton revenu, mais comme je te dis, c'est le résultat que tu vas avoir des autres métriques que tu vas track. Dépendamment du funnel que tu vas utiliser, ça va être le lead form funnel, le call funnel, le profile funnel, le webinar funnel. C'est que beaucoup de personnes utilisent le lead form et le call, mais dépendamment du funnel que tu vas utiliser, il va y avoir d'autres métriques qui peuvent s'ajuster. Fait que ça peut être le nombre de followers, le nombre de followers qualifiés, le nombre de opt-ins, le nombre de vues, le pourcentage d'engagement, qui peut être utile à ajouter aux métriques universelles. Mais il y a une règle que je fais tout le temps, c'est que tu vas toujours tracker tout ce qui est utile sans complexifier. Parce que la réalité, c'est qu'il y a mille et une choses que tu pourrais acheter dans la business, mais tu ne veux pas non plus te créer du noise. Tu vas avoir le maximum de data pour prendre des décisions, pour prendre les bonnes décisions, sans nécessairement avoir trop de data pour te créer de la confusion. Ça, c'est vraiment une chose qu'il ne faut pas tomber dans le panneau, c'est que y a toujours mille et une data que tu peux track, puis tu ne vas pas non plus comme tracker everything, parce que numéro un, ça ne finira pas. Puis tu vas juste avoir plus de noise, plus de confusion pour prendre tes décisions, puis ça va venir encore à prendre un peu des emotional decisions, parce que là, tu ne vas pas savoir vraiment sur quelle action il faut que tu te bases. Fait que pour commencer, tu track les métriques universelles, comme je disais tantôt, et après ça, ajoute eux qui te sont nécessaires. Fait que quand que nous, on track à l'interne chez Scaling Profits? Bien, numéro un, on a un overview de l'acquisition. Fait que le tracker d'acquisition Google Sheets que vous avez, on l'a utilisé nous aussi. On l'a modifié un peu comme que vous pouvez voir, il y a des colonnes que vous n'avez pas. Mais ça, c'est vraiment pour avoir comme l'overview de l'acquisition. Fait que vous pouvez voir aussi, exemple, ça, c'est comme la partie DM Ads, ça c'est le Sales Process. On a ici comme les métriques importantes, le ad spend, le cash, le revenu, le ROI sur le cash, donc on est profitable sur le first month sur les ads, le ROI sur le revenu, cost per lead, total leads, puis le lead to close. Le lead to close, c'est une nouvelle métrique qu'on track. On veut idéalement qu'on ait comme 3% de close sur le total nombre de leads. On a aussi le forecast qui est vraiment important pour nous autres. Fait que le forecast, dans le fond, ça track les métriques qu'on va avoir estimées sur la fin du mois. Comme ça, on peut voir est-ce qu'on est on track pour nos objectifs, est-ce qu'on est on track sur nos KPI ou on lag. Puis si on lag, c'est de savoir quelle action il faut prendre pour rectifier ça pour se remettre on track. Donc, on a comme le récapitulatif de la semaine puis les ad stats. Ça, c'est comme le gros overview qu'on va venir regarder. On a aussi un deuxième tracker à l'interne qu'on va utiliser qui va être plus précis sur l'acquisition et sur le lead source. Comme vous pouvez voir ici, on va avoir beaucoup plus de précision. Je n'ai pas l'exemple en live, mais ici, c'est une répartition de savoir sur les book calls, c'est quelle source qui nous apporte le plus de book calls. Ça, on peut voir que les follow ads puis like des reels, ils apportent à peu près comme 48% de tous les book calls. Fait qu'on va continuer sur les follow ads puis sur les reels. Puis on peut savoir ça sur le nombre de closes. On peut savoir exactement d'où tous nos book calls viennent. Fait quelle source est la plus profitable pour nous. Puis les closes aussi, quelle source nous apporte le plus de cash collected, quelle source a le plus grand nombre de show-ups. Ça me permet d'avoir vraiment des bonnes décisions à prendre pour pouvoir act dans la business. Fait que mon conseil pour vous, c'est de prendre le tracker dans Notion, acheter les métriques dont vous avez besoin. Fait que le tracker d'acquisition aussi. Après ça, comment lire et interpréter les datas? Parce que là, vous avez comme toutes les datas que vous pouvez act dessus, mais c'est important de savoir comment lire pour que vous puissiez savoir comment exécuter sur les datas. Les datas, ils valent rien si tu ne comprends pas ce que tu regardes. Si tu veux regarder des chiffres, puis tu ne sais pas comment agir ces chiffres-là, tu vas rester au même stade. Le but des datas, c'est de prédire le résultat, de pouvoir identifier les bottlenecks qui arrivent. Fait que la nature de bottleneck, dans le fond, c'est vraiment simple. C'est que tu as beaucoup d'actions qui vont arriver,
tu as un bottleneck qui réduit tous tes efforts puis qui amène un petit résultat. Fait que si, exemple, ici, tu aurais comme 10 000 puis tu as un bottleneck, exemple le show up, ben, tu pourrais avoir juste 1000 à la fin parce que tu as un bottleneck qui t'empêche d'avoir le maximum des efforts, le maximum de leads, le maximum d'actions que tu fais. Fait que si tu as ton bottleneck, c'est même pas lui que tu penses. Parce que ton rôle en tant que leader, c'est d'identifier les bons bottlenecks grâce aux data. Tu vas être comme un médecin. Tu vas arrêter de guesser, puis tu vas savoir exactement lequel régler. Parce que une chose qui arrive, c'est que souvent, quand vous ne traquez pas, vous essayez de régler un mauvais bottleneck, puis passer des semaines dessus, même des mois dessus, sans avoir aucune amélioration, puis vous demander c'est quoi qui se passe, parce que vous réglez le mauvais bottleneck, qui n'est pas la même cause comme d'étranglement dans le sales process. C'est vraiment important de pouvoir identifier le bon bottleneck puis de work dessus aussi rapidement. Comme je l'ai dit ici, tu peux gaspiller des mois à essayer de fixer un bottleneck que tu penses être le problème ou régler le bon bottleneck puis avancer 10 fois plus vite. Fait que grâce à ta capacité à lire, interpréter puis exécuter sur les data. Fait que pour commencer à lire les data, il faut que tu puisses établir tes KPI. Fait que tes Key Performance Indicators. Les KPI, c'est les métriques que tu vas viser pour atteindre ton objectif. Fait que tu peux utiliser le calculateur à KPI dans Notion sur les ressources. Dans le fond, le KPI, c'est savoir, pour atteindre mon objectif, c'est quoi que je veux avoir comme métrique. Exemple, le closing rate, un 25%. Fait que tu en closes 1 sur 4. Ou pour le show-up rate, un 70%. Puis c'est en allant les KPI que tu vas savoir est-ce que tu es under KPI, ou que tu as un potentiel bottleneck, ou est-ce que tu es over, puis tu es good. Fait que l'Attente Tracker, tu veux insérer tes KPI visuellement pour savoir quand tu es en déficit. Moi, je mets les KPI en haut. Puis, j'ai mis aussi un code de couleur pour savoir quand je suis over KPI. Fait que le vert ici, 28% closing rate, c'est bon. Fait qu'il faut que je fasse attention. Fait qu'il pourrait avoir un potentiel bottleneck qui pourrait arriver. Je le mets en jaune ici. Faire attention. Puis, je le mets aussi en rouge, c'est un urgent fix. Fait que quand il est vraiment en dessous des KPI, que là, ça m'alarme. Puis là, il faut que je hack rapidement. Exemple, le show up rate ici. Fait que pour faire ça, tu vas aller dans la mise en forme conditionnelle de Tracker. Puis tu vas aller, mise en forme conditionnelle ici, insérer tes KPI avec les chiffres et la couleur. Des exemples de KPI classiques, même temps, un coût par lead, ça pourrait être comme de 20 $. Un booking rate de comme 25%, show-up rate de 75%, closing rate de 25%. Tu peux utiliser ces KPI-là comme benchmark, mais après chaque mois, ce que nous on fait, c'est qu'on regarde les KPI qu'on a eu le dernier mois pour les pourcentages de conversion, puis après on se pose la question. Est-ce que le KPI on trouve qu'il est bon ou est-ce qu'on veut qu'il soit amélioré? Fait que si on a un closing rate de comme 30%, on peut prendre ça comme next KPI pour le prochain mois. Si le KPI de vente est comme 15%, on ne va pas se dire c'est bon. On va savoir qu'il faut l'améliorer. Pour voir tout un KPI désiré qu'on veut atteindre pour avoir l'objectif. Puis là, on va fixer la mise en forme conditionnelle pour avoir ce KPI-là. C'est vraiment important. Un KPI, c'est pas le dream outcome que tu veux avoir, mais c'est la métrique que tu veux viser. Il y a vraiment une différence là-dessus, c'est que tu ne veux pas avoir un KPI beaucoup trop haut non plus pour te dire ça serait le best si j'ai ça comme tout qui marche. Tu ne peux pas te mettre ça un KPI vraiment trop out of reach. Tu vois quelque chose de, si tu changes le KPI, c'est un peu plus haut, tu mets juste un peu plus haut pour que tu puisses l'atteindre avec peut-être un fixe, peut-être 2 fixes, mais pas un goal. Tu vois, c'est une métrique que tu peux viser. Fait que, comme je dis ici, tu ne peux pas la mettre trop basse ni trop haute non plus. Fait que j'aime mettre les KPI plus conservateurs pour m'assurer d'atteindre mes goals avec un plus gros volume. Puis si je dépasse, puis si le KPI est plus haut, bien avec le gros volume que je vais avoir, vous allez avoir une bonne surprise à la fin du mois. Fait qu'avec les KPI, là, on peut commencer à lire les data. Fait que pour lire les data, tu dois commencer à lire du top of funnel au bottom du funnel. Parce que la réalité, c'est que si tu commences à lire du bottom du funnel au top, tu risques de fixer des mauvais KPI. Parce que si ton closing rate, c'est le problème. Bon, en fait, je pense que j'ai une taille là-dessus. Là. Si tu commences par le bottom, tu risques d'identifier des bottlenecks qui ne sont pas vraiment la cause d'une défaillance du top du funnel. Qui ne sont pas vraiment à cause d'une défaillance du top du funnel. Donc, un exemple, c'est que si tu as un show-up rate de 50%, ça peut paraître inquiétant. Que tu as un call sur 2 qui se pointe, fait que tu perds beaucoup d'opportunités de vente. Fait qu'au final, si tu as seulement booké 4 calls, c'est pas assez pour justifier que le KPI est inquiétant. Fait que le show-up rate est biaisé. C'est ça que tu vas toujours commencer par le top pour savoir est-ce que c'est le nombre de leads, est-ce que c'est le top de trafic que j'amène qui est le problème, avant de regarder le bottom. Puis si le top fait du sens, c'est assez de leads, c'est assez de book calls, puis c'est vraiment que tu es comme à avoir 2% closing rate, là, c'est un problème. Pour trouver les bottlenecks, tu vas toujours prendre celui qui aura le plus gros impact sur le processus de vente puis la profitabilité. Ce que je veux dire, c'est que si tu as un KPI, par exemple le show-up rate,
qui est un peu en dessous. Peut-être que ton KPI est à 75, tu es à 70. Mais c'est peut-être pas nécessairement lui qui va avoir le plus gros impact sur ton ROI à la fin du mois. Peut-être que c'est juste de doubler ton nombre de calls ou de doubler le nombre de leads que tu vas avoir pour avoir un plus gros volume. Puis ça peut compenser pour la petite défaillance au KPI que tu vas avoir en dessous. Tu as toujours visé, lui, qui va avoir le plus gros impact au final sur le processus de vente au complet, puis sur ton cash collected. Fait que maintenant, comment exécuter sur les data? Une fois que tu sais lire et interpréter, il faut que tu puisses exécuter. Il faut que tu puisses prendre action sur ce que tu as lu. Il faudrait que tu imagines dans ce processus comme un ensemble d'engrenages. Que chaque partie roule ensemble pour que tu puisses avoir un bon sales process qui te produit beaucoup de cash. Fait que les leads vont impacter le booking rate, qui vont impacter le show-up rate, qui vont impacter le closing. Fait que chaque partie doit bien rouler pour que l'ensemble produise un bon résultat. Puis chaque KPI correspond à un processus dans la machine. Fait que chaque KPI est comme un nouvel engrenage qui va fueler le prochain, puis qui va avoir un impact aussi sur lui d'avant. Fait que chaque partie du processus de vente comporte aussi ses propres éléments. Fait que, à place de vous expliquer chaque partie de comment exécuter et tous les problèmes qu'il va y avoir, vous listez pour chaque partie du processus différentes questions que vous pouvez vous poser pour savoir est-ce que c'est un problème et comment que vous pouvez les régler aussi. Fait que pour les leads, il y a 4 parties qu'on peut regarder. Il y a les ads, il y a le contenu, il y a le outreach et le messaging. Parce que le KPI avec les leads, ça mesure en combien de personnes entrent dans ton écosystème, dans ton sales process. On veut avoir un minimum de 30 personnes, 30 nouvelles personnes qui découvrent votre offre à chaque jour. On veut avoir un gros flow constant à chaque jour de nouvelles personnes qui connaissent votre offre, qui connaissent votre face, puis qui pourraient être des clients potentiels. Fait que pour les ads, si vous avez un problème avec les ads, vous pouvez regarder ça. Est-ce que votre coût par leads augmente? Est-ce que votre targeting est encore bon? Est-ce que votre créative est rendu fatigué? Parce qu'un problème fréquent qui peut arriver avec les ads, c'est que les leads baissent. Fait que tu penses que les ads ne marchent plus puis qu'il faut une nouvelle stratégie. Fait qu'au final, 95% du temps, la créative est juste fatiguée. Fait qu'il faut que tu fasses des nouvelles ads. Avec le contenu, est-ce que ton contenu est des prospects ou juste des fans? As-tu des carousels, shorts, vidéos qui éduquent aussi ton prospect? Est-ce que les posts sont trop random ou sont orientés vers un problème? Est-ce que ton contenu te positionne comme une autorité? Parce que le problème fréquent avec le contenu, ce que tu postes, ça ne convertit pas. Fait que le contenu n'est juste pas assez adapté pour ton ICP, pour ton avatar client. Pour le outreach, c'est quoi ton volume de messages par jour? Est-ce que ta qualité du script est bonne? Est-ce que ta qualification des comptes ciblés est bien faite? Est-ce que ton ratio réponse DM envoyé? Parce que le problème fréquent, est-ce que tu penses que c'est un problème de leads ou que le outreach ne marche pas? Car au final, c'est souvent un problème de discipline d'outreach que tu n'en fais juste pas assez ou que tu n'es pas assez constant dans ton outreach. Avec le messaging, qui est extrêmement important. Est-ce que tu connais bien ton avatar client? Est-ce que ton message attire les bonnes personnes? Est-ce que les pain points que tu dis sont vraiment ceux que ton avatar client vit en ce moment? Est-ce que la situation désirée que tu projettes, c'est vraiment elle que ton avatar client souhaite avoir? Puis surtout, est-ce que ton message sort du lot? Ça, c'est différentes questions que vous pouvez vous poser si vous identifiez que leads est votre bottleneck. Parce que le problème fréquent, c'est que tu penses que ton marché n'est pas bon, qu'au final, ton marché comprend juste mal la valeur que tu essaies de projeter, puis tu n'as pas compris à travers ton message. Ça pour les booking rates. Tu as conversion, tunnel de vente, puis calendrier. Parce que le KPI se mesure à ta capacité à transformer un lead en appel de vente. Fait que pour conversation, est-ce que les conversations que tu fais sont trop courtes ou trop longues? Est-ce que tu proposes l'appel trop tôt? Est-ce que tu poses seulement des questions ou tu crées du contexte aussi, tu crées du rapport? Es-tu trop vendeur? Est-ce que tu es trop pushy avec la personne? Parce que tu crées un gap de ne pas pouvoir proposer l'appel. Un problème fréquent avec le booking rate pour les conversations, c'est que les prospects pensent que l'appel, c'est juste une vente. Fait que tu as mal fait ta conversation, tu as été trop vendeur, tu as trop pushy, ou même que le call to action a été mal positionné, à la place de paraître un appel pour faire une découverte, pour une consultation, pour voir si ça pourrait être un bon fit, que c'est juste viens, prends mon offre, puis viens acheter. Pour le booking rate, pour le tunnel de vente, on peut voir aussi nos tunnels de vente ressemblent à ça. Fait qu'on avait l'ancien ici avec la petite VSL, le calendrier. On a le nouveau ici avec le calendrier et les testimonials. Fait que, as-tu des résultats clients sur ta landing page? Est-ce que ton offre et ton mécanisme sont clairement expliqués? Est-ce que les personnes savent ce que tu fais? Est-ce que le calendrier est facilement accessible? Est-ce que c'est optimisé pour mobile? Est-ce que ton copywriting est persuasif? Ça, c'est toutes des questions que tu peux poser si, exemple, ton booking rate c'est un problème. Puis ça va pour identifier des solutions pour exécuter sur le bottleneck du booking rate que tu peux regarder pour savoir c'est quoi vraiment le bottleneck qui te bloque en ce moment. Un problème fréquent avec les landing pages, que les prospects cliquent la page, mais ils n'ont pas de clarté sur ce que tu fais ou ce qu'ils vont en voir. Fait qu'ils ne prennent pas d'appel. Pour le calendrier, est-ce que tu as assez de disponibilité?
As-tu trop ou pas assez de questions? As-tu une étape après le book? Après book l'appel. Un problème fréquent, c'est que le calendrier est mal optimisé pour réduire le taux de booking drastiquement. Finalement, le show-up rate. Fait que ça, c'est le deadly killer, honnêtement. Parce que la partie la plus facile d'augmenter et qui a le plus gros impact, c'est le show-up rate. Si tu passes tout ton temps à collecter des leads, à booker ces leads-là, et qu'il n'y en a pas qui viennent à l'appel de vente, ça fait chier. Parce que tu as passé énormément de temps à pouvoir booker ces leads-là, puis tu n'as même pas l'opportunité de pouvoir les vendre. Puis c'est souvent une partie qui est le plus facile à augmenter parce que tu peux avoir des bonnes confirmations, tu peux avoir une bonne séquence d'email, puis ça peut monter à comme 70-80% facilement. Fait que, scénario 1. Si tu as 100 book calls, tu as 90 live calls, tu as 90% show-up rate, 30% de closing, ce qui fait 30 clients. Avec une offre à 5 000, tu vas faire 150 000. Scénario 2. Tu as les mêmes chiffres, mais tu as un 61% show-up rate à la place. Tu vas signer juste 18 clients, puis tu vas seulement en faire 90 000. Fait que juste une drop du show-up rate peut te perdre 60 000 à cause d'une seule métrique mal optimisée. Puis le show-up rate, c'est beaucoup plus facile d'augmenter que le closing rate, ça prend beaucoup de skills, beaucoup de pratique. C'est beaucoup plus facile d'augmenter que le booking rate ou d'attirer plus de leads, qu'il faut encore plus de ressources. Fait qu'il y a 3 parties au show-up rate. Il y a le nurture, reminder puis qualification. Le KPI, le show-up rate, se mesure en le nombre de book calls qui viennent à l'appel de vente. Numéro 1, pour nurture. Tu envoies des connect assets avant l'appel pour nurture la personne, pour qu'elle connaisse plus sur ton offre, pour qu'elle connaisse plus sur tes restes clients. Est-ce que tu continues le rapport aussi? Parce que une chose qui arrive souvent, c'est qu'une fois que tu bookes un appel, tu vas arrêter de parler au prospect, qui cause un gros show-up rate, une grosse baisse de show-up rate, parce qu'au final, elle ne se sent pas supportée là-dedans, puis elle va juste des fois oublier aussi qu'elle a un appel avec toi. C'est important de continuer la conversation ou de continuer le rapport avec la personne une fois qu'elle book, parce que c'est vraiment là, ta window de close, que tu peux increase son close le plus facilement possible, c'est entre quand elle book l'appel puis quand elle arrive sur l'appel de vente. Parce que là, elle est hype, elle s'est engagée à prendre un appel, puis elle est toute ouverte à avoir le plus de ressources possible pour qu'elle puisse prendre une meilleure décision, pour qu'elle puisse comprendre dans quoi qu'elle s'embarque. C'est vraiment là qu'elle est plus ouverte. Dans l'appel de vente, c'est vraiment difficile de pouvoir vendre la personne. Il y a un mur qui se crée, il y a une certaine friction qu'il va avoir parce qu'elle sait que tu vas la vendre. Mais là, elle ne sait pas, c'est le temps d'aller la pre-sell. Puis est-ce que tu envoies des témoignages qui relate à sa situation? Vraiment important, c'est que si tu as un peu d'infos sur la personne, c'est bon les témoignages, mais les témoignages qui vont actuellement relate à sa situation vont avoir beaucoup plus d'impact parce qu'elle va se sentir encore plus comprise. Puis elle va pouvoir s'identifier aux témoignages puis faire « Hey, cette personne-là est pareille comme moi, je pourrais avoir les mêmes résultats. » Donc, le problème fréquent en nurture, c'est que le prospect est book, il n'y a aucune interaction, ce qui fait que le no-show est garanti. Next reminder. Donc, ensuite, tu as des SMS, email puis DM reminder pour le plus de plateformes possible pour pouvoir remind la personne. Est-ce que tu fais des reminders 24 heures avant, 3 heures, 1 heure avant? Est-ce que tu appelles la personne à étiquette? Parce que le délai est trop long. Fait que souvent, mettons, une cause du show-up qui va baisser, c'est que le délai de temps, quand tu vas booker la personne, quand tu vas voir l'appel de vente va être trop long. On essaie d'avoir ça en 72 heures maximum. Sinon, il y a un gros show-up, une grosse baisse de show-up qui va arriver. Le problème fréquent, c'est que le prospect oublie ou note pas l'appel sur son agenda, ce qui est honnêtement un gros problème. Ça, les personnes, entrepreneurs, vont se faire occuper, vont juste oublier, ou ça va être en 2 bouts de papier qu'ils vont avoir noté rapidement, puis ils vont pas venir à l'appel de vente. Fait qu'on va avoir le plus de reminders possible, le plus de touch points possible avec la personne. Dernier, qualification. Est-ce que tu qualifies la personne avant l'appel? Est-ce que tu as identifié le budget, le problème ou l'urgence? Puis est-ce que tu as créé un gap aussi avant l'appel? Le problème fréquent, c'est que tu vas perdre ton temps avec des leads pas qualifiés. Puis dernier, pour exécution, c'est le closing rate. Fait que script de vente, gestion d'objection, pitch. KPI se mesure à ta capacité à convertir une opportunité en cash. Fait que pour ton script, est-ce que tu suis numéro 1 une structure? Est-ce que tu crées un gap dans la phase découverte? Est-ce que tu identifies le le ROI pour ton service que la personne va pouvoir effectuer? Le problème fréquent, c'est qu'il y a trop de freestyle souvent. Quand tu n'as pas de script, quand tu n'as pas de structure au moins à suivre, tu vas perdre des fois 20 minutes à parler de quelque chose de totalement random. Puis tu vas, toi, tu es pas dans le sales call. Des fois, ça va être un peu comme weird de pouvoir la ramener sur une question. Puis tu vas créer de la confusion sur le prospect, puis tu vas juste t'étaler. Tes calls vont durer 1h30, puis ça va pas être efficace. Next pour le pitch. As-tu un pitch deck pour présenter ton service? As-tu trop de packages à offrir aussi? Parce que tu personnalises le pitch grâce à la phase découverte. Ça, c'est vraiment un des trucs les plus efficaces. Parce que la phase découverte sert, oui, à créer le gap pour la personne, identifier le retour sur investissement.
Mais c'est aussi comme des armes que tu vas avoir pour, ton pitch, pour pouvoir personnaliser ça à ce que ça te dit. Fait que ça te dit qu'exemple, il y avait une mauvaise expérience avec une agence parce qu'il n'y avait pas de contact client. Bien, juste dans ton pitch, même si c'est pas dans ton pitch deck, juste le dire verbalement que, regarde, le contact client, c'est vraiment important pour toi puis que tu vas être là à chaque jour pour faire un message, peut avoir un gros impact au final. Un problème fréquent, c'est que le prospect ne va pas voir ta valeur dans l'appel, ce qui ne va pas créer un besoin de pouvoir acheter. Dernière objection, est-ce que tu pre-handle les objections dans la phase découverte pour ne pas avoir à les handle après le price drop? C'est beaucoup plus facile de pouvoir pre-handle une objection dans la phase découverte que de l'handle après que tu aies mis le price. As-tu des réponses pour les objections que tu as déjà écrites? C'est toujours les mêmes objections. Tu vas avoir pas le temps, c'est le timing. Tu vas avoir j'ai un partenaire. Tu vas avoir argent. C'est trop cher, je vois pas la valeur, etc. C'est toujours le même. Fait que la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de vous noter des réponses ou une formule que vous pouvez faire pour chaque objection, timing, partner, argent, pour que vous puissiez arriver en confiance, qu'une objection va arriver, puis que vous puissiez la handle facilement. Numéro 3, tu utilises la méthode en 3 temps. Tu acknowledge l'objection, tu reframes soit en lui parlant, en lui expliquant une seule métaphore, puis tu re-asks une question. Le problème fréquent, c'est que tu perds le contrôle en objection. Fait que tu sais pas quoi dire, ça prend par surprise des fois, puis au final, tu laisses le processus partir. Puis les objections, ils sont là. C'est sûr que la vente est faite, puis sinon, si tu n'aurais pas d'objection, ben, tu n'aurais pas besoin d'appel de vente. Tu prends l'appel de vente pour handle l'objection pour que tu puisses faire la vente. La vente start objection. Fait que si vous ne savez pas comment handle, c'est le temps de savoir comment handle une objection pour pouvoir faire une vente. L'important dans l'exécution, c'est de savoir quelle partie bloque puis comment la régler. Comme que je vous ai montré, il y a plusieurs façons que vous pouvez régler le bottleneck tant que vous savez où qui vient. Un exemple concret chez Scaling Profit, c'est qu'en fin octobre, on avait fait 31 000 cash collect après un mois avec la nouvelle offre qu'on avait lancée. On ne savait pas quel type de pub faire. On peut faire des lead forms, on peut faire des follow ads, on peut faire des DM ads, on peut faire des retargeting. Il y a plein de pubs qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai passé une journée complète à comptabiliser tous les leads, les book calls, les closes du dernier mois pour savoir exactement où notre cash venait. Fait que c'est la raison pour laquelle on a créé le tracker comme j'ai montré. On a réalisé que toute la partie contenu, toute la partie ads. Si vous regardez rapidement, il y a beaucoup plus de leads, de book calls dans le contenu, puis il y a beaucoup plus de conversations dans ads qui n'ont jamais abouti. Ce qui veut dire qu'on perdait énormément d'argent en ads, à spam pour des DM ads qui ne convertissaient jamais, qui n'avaient presque pas de close, parce que le contenu marchait extrêmement bien, on avait beaucoup plus de réponses, on avait beaucoup plus de book calls, on avait beaucoup plus de close. Fait, comme j'ai marqué ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste décidé de faire des follow ads pour booster le contenu qui marchait déjà. Puis ça s'est transformé en 5 733 de ad spend. Ça s'est transformé en 56 215 cash collect, avec un ROAS de x10 sur le premier mois. En plus d'avoir 1068 nouveaux followers, avec 1068 nouvelles personnes dans l'écosystème, qui nous permet d'avoir un bassin d'acheteurs potentiel énorme pour un ROAS à long terme de x30 minimum. Parce qu'on a bien su lire, interpréter, puis exécuter sur les datas. Une autre chose que je veux vous parler, c'est le côté plus opération. Fait que j'ai beaucoup parlé de bottleneck dans ce process puis l'acquisition aujourd'hui. Le plus gros bottleneck dans votre business actuellement, c'est pas ça. Non, c'est vous-même. C'est le founder. Parce qu'en ce moment, en tant que founder, vous faites l'acquisition, vous faites les opérations, vous faites la vente, vous faites le service, vous faites la gestion client. Quand est-ce que vous passez scale tout seul, quand vous faites 5 rôles différents, si c'est pas plus. Fait que jusqu'à au moins 5 team members, vous restez le principal bottleneck de votre business. Fait que oui, il y a les bottlenecks de sales process, mais tant que votre business ne peut pas rouler sans vous, pour produire tous les inputs, puis avoir les outputs, vous restez le principal bottleneck. Parce que la majorité des inputs se font grâce à vous. La business prend un coup si vous décidez de ne pas travailler. Simple exercice. Combien de temps pouvez-vous vraiment partir la business avant qu'elle explose et qu'il n'y ait aucun revenu qui rentre? Donc, votre principal focus, c'est de vous ôter le plus possible de l'opérationnel. Vous ôter de la vente, vous ôter de l'acquisition, vous ôter du service client, vous ôter des opérations. Parce que votre productivité n'est pas mesurée en termes d'heures travaillées ou de tâches accomplies. Ça, c'est vraiment un plus gros mythe. C'est que c'est pas le plus gros nombre d'heures que vous travaillez qui va avoir le plus gros impact. C'est pas le fait de travailler comme 10 heures par jour à chaque jour. C'est pas le fait d'avoir fait 20 choses sur ta checklist. Mais c'est mesuré en termes d'impact que vous allez avoir sur la business puis d'output généré par la business.
Puis souvent, ça va venir en termes de founder sur les highest revenue activities, que je vais parler tantôt, mais surtout sur les décisions que vous allez prendre, les systèmes que vous allez créer, puis sur la team que vous allez créer aussi. Puis là, je ne dis pas de rien faire à partir de maintenant puis d'engager 6 personnes live pour comme vous ôter de l'opérationnel, parce qu'on veut bien scaler, on veut avoir beaucoup de profitabilité, ça demande beaucoup de travail pour se rendre à ce point-là. Mais ça reste que votre principal focus, qu'il faut que vous gardez en tête, c'est de vous ôter de l'opérationnel. C'est d'engager. Parce qu'en tant que founder, c'est vraiment important de pouvoir se focaliser sur les highest revenue activities dans votre business. Il y a toujours 1000 choses à faire en business, mais il y a seulement 2 à 3 choses qui sont actually worth de faire et qui vont actually avoir un impact dans votre business. Ça, c'est les highest revenue activities. Fait que les highest revenue activities, c'est les tâches qui vont avancer la business le plus et qui vont rapporter le plus de cash dans la business. En tant que founder, votre seul rôle en scalant va être de toujours apporter le plus de cash dans la business. Fait que des listes de revenue activities, ça peut être le outreach, le ads, contenu, vente, nouvelle offre. Vous avez juste besoin d'identifier c'est quoi les activités que vous faites qui rapportent le plus de revenus et qui ont le plus d'impact sur la business. Puis que vous priorisez ça à chaque jour pour actually avancer votre business. Parce que la réalité, ce qui est c'est vraiment boring. Honnêtement, genre B, c'est vraiment pas comme glamour comme tout le monde le fait paraître, c'est vraiment boring en règle générale. Là. Vous faites la même chose day in, day out, vous êtes tout seul sur votre laptop à chaque jour. Mais c'est vraiment le boring qui fait scaler les plus grosses entreprises. C'est vraiment master les fondations. Puis une fois que vous faites une tâche tellement souvent que vous êtes bored de la faire, vous savez exactement comment la faire, vous la faites day in, day out, vous êtes vraiment bored. C'est souvent là que le plus d'argent va être fait. Parce que rarement, il faut que vous fassiez des nouvelles choses dans votre business. Souvent, c'est juste une question de faire plus et de faire mieux de ce que vous faites. Quand on parle de faire plus, c'est pas non plus de faire 2 fois plus. Mais c'est souvent 100 fois plus. Parce que si je donne un exemple de Scam Profits, qui a déjà vu notre contenu ici? Probablement tout le monde. Ça fait 2 ans qu'on fait du contenu à chaque jour. On a commencé le 13 septembre 2023, puis le 14 septembre 2023. Puis je garantis qu'il n'y en a pas un de vous qui a vu ce contenu-là ici. On a publié des milliers de reels de contenu. On poste en moyenne 3 reels par jour. Ça, c'était hier. 3 heures ago, 2 heures ago, 1 heure ago. C'est vraiment boring. On fait du contenu, ça fait 2 ans. À chaque jour, on pick up la cam, on fait l'edit. Maintenant, on a RAF aussi notre affaire l'edit, mais ça reste qu'on a fait ça 2 ans à chaque jour, day in, day out. Ben, je peux vous garantir que tout le monde dans la pièce a du contenu au moins une fois dans une paye. Business is boring. Faites les choses qui rapportent le plus à chaque jour pour pouvoir scaler. Puis les tâches ne sont pas les highest revenue activities. Passez à travers le framework SPAD. Fait que supprimer, processiser, automatiser, déléguer. Supprimer. Fait que tu supprimes toutes les tâches à ta business qui n'apportent aucun ROI ou aucun avancement. Puis je vous garantis qu'il y en a plein de tâches qui peuvent paraître qui t'avancent la business, mais qui n'ont aucun retour à faire ça. Donc, travailler sur un nouveau logo ou travailler sur un nouveau site web, travailler sur une nouvelle landing page qu'au final, comme personne ne va voir. C'est vraiment de supprimer toutes les tâches que vous faites qui n'ont aucun ROI. Alors ça, on veut processiser. Fait que les tâches qui vous restent, les tâches importantes, qui apportent actually un retour sur investissement, on veut créer un processus pour être capable de soit l'améliorer, quand tu regardes le processus en tant que tel, savoir, OK, good, j'ai les baisses en place, est-ce que je peux améliorer ce processus-là, que tu puisses l'automatiser aussi après, ou que tu puisses le déléguer. Parce que pour automatiser un processus, pour automatiser une tâche, il faut que tu saches quand la tâche en marche, il faut que tu aies un processus pour faire la tâche, pour que tu puisses savoir quand tu peux l'automatiser après. Puis si tu vas déléguer la tâche, il faut que tu aies un framework pour que tu puisses le déléguer à la personne, pour que tu puisses dire à la personne, voici comment faire cette tâche-là. Après ça, on va venir automatiser. Fait que tu vas automatiser le plus possible toutes les tâches, puis seulement déléguer celles qui ne peuvent pas être automatisées. Avec tous les softwares d'automatisation, tu as GoiLevel, Make, Zapier, N8N, puis l'AI, une très grande majorité des tâches peuvent être automatisées. Puis finalement, c'est juste de déléguer. Fait que tu délègues toutes les autres tâches qui sont importantes, qui rapportent un ROI, mais qui ne peuvent pas être automatisées. Fait que quand tu délègues, une erreur à ne pas faire, c'est peut-être un peu contradictoire, mais c'est de déléguer trop vite. Parce que déléguer trop vite quand tu commences peut au final avoir un ROI négatif, parce que finalement, la personne peut prendre trop de ressources dans l'entreprise qui va couper ton scale. Peut-être que toi, tu ne vas pas savoir quoi faire, qui est souvent une erreur à ne pas faire. C'est que quand tu délègues une tâche, tu vas savoir pourquoi que tu délègues la tâche, puis qu'est-ce que tu vas faire avec le nombre d'heures que tu vas récupérer.
Parce que le but, c'est pas de rien faire en business. Le but, c'est de savoir qu'est-ce que tu vas travailler qui va avoir de l'impact dessus. Pour déléguer, tu vas respecter 3 critères. Numéro 1, tu vas savoir au moins les fondations et principes de la tâche à déléguer pour savoir, 1, comment l'apprendre, mais aussi comment améliorer le team member. Parce que tu ne peux pas déléguer une tâche si toi-même, tu ne sais même pas comment la faire. Parce qu'au final, le team member ne pourra jamais, 1, s'améliorer, mais 2, il pourrait faire une action de merde, il pourrait faire une tâche de merde, puis tu ne le saurais même pas. Tu vas au moins savoir les fondations et les principes. Numéro 2, tu vas déléguer trop vite. À cause de tes marges de profit trop basses, le cash flow est ton meilleur ami en business. Ce que je veux dire, c'est que tu vas pour scaler, tu veux garder tes marges de profit élevées pour que tu puisses réinvestir soit en contenu, soit en ads, pour que tu puisses scaler rapidement, puis après ça, venir déléguer. Puis tu ne veux pas te mettre au cou trop vite. Puis numéro 3, quand tu délègues, il faut aussi que ça soit worth au niveau financier, parce qu'au final, ça reste une job que le gars va faire, pour le team member de rejoindre ton équipe. Parce que oui, au début, tu te bats contre les grosses entreprises, contre les grosses agences, qui peut-être peuvent avoir des avantages meilleurs, un salaire meilleur, puis que oui, transmettre ta vision, transmettre ton énergie va être extrêmement important pour avoir des team members, mais il faut quand même que ce soit worth it au minimum niveau financier. Parce qu'il y a personne qui va venir travailler avec toi gratuitement pour 300$ par mois. Fait que tout ce qui te reste, c'est tes highest revenue activity qui va permettre de scaler plus rapidement et de collecter beaucoup plus. Fait qu'avec ça, vous allez quand travailler plus efficacement sur les tâches qui importent en éliminant les bottlenecks. Pour avoir une croissance seamless, rapide et profitable. Question? Yes? Quand tu parlais de 3% de lead à close, Yes. ça compte. C'est quoi? C'est vos likes, vos DMs, puis vos... Nous, on fait ça avec les conversations. Parce que sinon, ça serait un peu faussé. On a beaucoup de followers qui s'abonnent, qui sont peut-être des faux comptes ou qui ne vont jamais acheter. Fait que c'est pas vraiment un lead. On contacte aussi beaucoup de likes qui est quand même un stretch. Comme nous, on a 20% de nos beaux comptes qui viennent des likes, qui est assez impressionnant honnêtement. Parce qu'au final, comme les personnes font juste like un reel, tu sais. Le niveau d'intent est vraiment bas. Mais ça, je ne les mets pas dans les leads non plus, parce que je veux dire, c'est tellement bas comme intent que je ne m'attends pas nécessairement à ce qu'ils répondent. Je suis surpris que je dis 20%, puis comme on a commencé ça, je pense, septembre, je m'attendais vraiment pas sur sociaux. Mais je mets vraiment, mettons, comme les leads, eux, qu'on a au moins un touch point. Puis pour nous, une conversation, c'est que la personne répond une fois. Fait que c'est quand même aussi bas. Peut-être pour vous, les leads, je mettrais, mettons, genre, si vous faites du outreach, les personnes qui vous répondent au moins une fois, qui vous savent une conversation, parce que sinon, comme le nombre de leads serait beaucoup trop élevé. Si vous créez des ads, les personnes qui répondent aux ads. Mais pour le lead to close, je vous dirais 3 à 5%, c'est un peu le sweet spot qu'on veut viser. En haut de 5%, vous faites extrêmement bien. En bas de 3%, ça a checké. Any question? Two? Yes. Good boys.